Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Elle se lave les mains, elle s'en lave les mains. Elle est en train de chanter avec sa voix suave l'hymne européen. Elle, c'est évidemment Ursula von der Leyen. Vous voyez, on l'a en sonore. Et eh bien, là, la donne risque de changer par rapport à tout ce qu'on sait. On en a parlé ici à l'émission sur Sud Radio à plusieurs reprises. La donne est en train de changer. Grâce ou à cause, ça dépend du point de vue auquel on se place, grâce à Frédéric Baldan, qui est lobbyiste européen, lobbyiste belge, qui s'occupe des affaires sino-européennes, et maître Diane Prota, avocate, que nous avons déjà reçue. Eh bien, pour la première fois, et on en a parlé un peu partout, en tout cas dans la presse du monde entier, Ursula von der Leyen est accusée, il y a une plainte au pénal, je dis bien au pénal, qui est déposée. Alors, d'abord, expliquons bien la différence entre ce qui se passe maintenant avec cette plainte au pénal, qu'est-ce qu'elle change et en quoi la donne change. Alors, si vous voulez, ici, c'est un modèle spécial de plainte en Belgique. On appelle la plainte à constitution de partie civile dans les mains d'un juge d'instruction. C'est en Belgique, c'est la loi belge. En Belgique. Donc, on a trois possibilités pour déposer des plaintes. La plainte ordinaire, la constitution de personnes lésées et la constitution de partie civile. Donc, en réalité, c'est une demande d'ouverture d'instruction indépendante à charge et à décharge qui est confiée directement à un juge d'instruction. Et théoriquement, il y a une quasi-obligation, en fait, pour l'autorité judiciaire d'instruire le dossier. Donc c'est une différence avec un parquet qui va peut-être s'autosaisir, peut-être pas. Ici, il y a un acte de procédure qui va pousser la justice à agir. Ils sont obligés de suivre, de toute façon. Normalement, c'est le cas, oui. Alors, qu'est-ce que change, Diane Prota, qu'est-ce que change le pénal? C'est-à-dire, plainte au pénal, ça veut dire quoi par rapport à diverses plaintes au civil? On l'a su, enfin, tout le monde demandait le contenu, et on a demandé l'audition d'Ursula dans le Parlement européen, qui ne s'est jamais présentée. Eh bien, justement, c'est parce que toutes les demandes qui ont été faites, je dirais, entre guillemets, amiablement. Par exemple, celle de la médiatrice européenne qui a demandé à la Commission de transmettre les SMS. Elle s'est vue opposer un refus. Ensuite, la Cour européenne des comptes a rendu un rapport disant que de ne pas transmettre ces SMS à la médiatrice européenne était un cas de mauvaise administration et qu'elle invitait la Commission à rendre public ces SMS. Et ce qui est amusant, c'est que dans ce rapport de la Cour des comptes, en introduction, on peut lire « La Commission se félicite du rapport et va y donner suite ». Donc on aurait pu croire qu'en lisant, puisqu'elle s'en félicitait, ils allaient enfin, à la demande de la Cour européenne des comptes, donner les SMS de Madame que Madame von der Leyen a échangé avec Monsieur Bourla, puisque tout le monde a compris que peut-être cet échange de SMS, qui n'aurait pas dû avoir lieu, en tout cas dans ces formes-là, pourrait contenir un pacte de corruption, éventuellement, qui pourrait expliquer certaines choses exorbitantes. Alors on ne sait pas, mais on voudrait savoir, absolument. C'est ça. D'accord. On devrait pouvoir juger sur pièce, parce que ces SMS sont reconnus, puisqu'ils sont partie de la négociation qu'elle ait agi avec mandat ou sans mandat, légitimement, non légitimement. Et rappelons le budget, 71 milliards de dollars en tout. Là, c'était 40 milliards. En réalité, ces SMS sont devenus de facto des documents administratifs au sens du droit administratif. Et les droits fondamentaux qui sont repris dans la Charte de l'Union européenne ou dans les constitutions de certains pays européens nous confèrent le droit d'accéder à ces documents administratifs. Et donc, en réalité, en Belgique, on a un droit un peu particulier, c'est-à-dire que un dépositaire de l'autorité publique, par exemple, qui va de manière arbitraire porter atteinte à un droit garanti par la Constitution, est passible d'une peine de prison. Donc, c'est l'article 151 du Code pénal. Mais en quoi Ursula von der Leyen est dépositaire de l'autorité publique? Ah bah c'est simple, quand même. C'est la Commission européenne. C'est la Commission européenne, un pays européen lui a quand même confié une partie de pouvoir. Et donc, en réalité, à ce moment-là, la rétention d'informations, on peut imaginer deux scénarios. Il y a celui du New York Times, par exemple, qui est de dire, bah voilà, elle détient des SMS, on en veut la copie. Et dans ce scénario-là, si elle y fait obstacle à la délivrance, de manière arbitraire, c'est une infraction pénale. Dans mon cas, je dis, alors madame, au vu des déclarations qui sont devant nous, on va prendre l'autre hypothèse, c'est qu'elle a détruit ces SMS, donc elle ne peut plus les fournir. Ce qui est donc possible. Au niveau du droit administratif, c'est un motif acceptable. Non, en fait, c'est acceptable de dire, on les a détruits, donc on ne peut pas les fournir. Par contre, au niveau judiciaire, c'est une destruction de documents administratifs. Donc en réalité, moi, peu importe la réalité, c'est-à-dire que je vais peut-être plutôt pencher, comme dans ma plainte, pour la destruction de documents administratifs, mais dans les deux cas, c'est un comportement qui est inadmissible. C'est-à-dire que ça ne rencontre pas l'intérêt public. Mais alors, dites-moi, Frédéric Baldan, qu'est-ce qui vous a poussé à porter plainte? Bon, écoutez, j'ai suivi la commission Covid, qui rassemble beaucoup de députés européens de différentes mouvances et de différents pays.
Et en réalité, quand j'ai vu le comportement de la Commission européenne, j'aime bien mon petit exemple qui est de, si je vous demande, comme un député européen poserait une question à la Commission, est-ce que vous êtes français ou belge, la Commission répondra chou-fleur. Donc ça veut dire qu'en réalité, elle prend même pas la peine de débattre ou dialoguer dans un respect démocratique avec des députés qui l'interpellent. Donc en fait, elle fait poids de son pouvoir pour justement ne pas répondre ou faire taire les parlementaires, en rappelant que c'est quand même les parlementaires qui sont élus et pas la Commission. Donc la légitimité démocratique, elle vient du Parlement européen, elle vient pas de la Commission européenne. Et donc ce type de comportement, il est inacceptable. Donc on peut l'attaquer au pénal comme vous le faites, c'est ça. Mais alors justement, Maître Diane Prota, vous disiez en fait que quelque part, ce qu'on peut dire, parce qu'il faut le rappeler, et ça je ne crois pas que beaucoup de gens s'en aperçoivent, c'est que en fait, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, s'est substituée aux États quelque part. Elle a fait quelque chose que... C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ce qui est reproché dans cette plainte particulière, parce que, laisse-moi revenir un instant sur d'autres actions qui ont été menées, dont celle de l'association Bon Sens que je représente. Très rapidement, Bon Sens a attaqué les contrats devant les juridictions françaises, les contrats de vaccination, en considérant qu'il s'agit d'un marché public qui était peut-être frauduleux. Donc dans ce cadre, Bon Sens a demandé ces SMS auprès des juridictions françaises, notamment qu'on appelle l'administratif de Paris, Conseil d'État, et ne voyant aucune aide venir, a saisi les juridictions à New York. C'est Bon Sens demandant donc une discovery internationale pour que le juge de New York apporte son aide au juge français en disant mais je vais demander les SMS à Monsieur Bourla. Eh bien, au moment où il allait rendre sa décision, est passé dans la presse internationale que le New York Times venait de saisir le tribunal de l'Union européenne à la même fin. Et donc le juge de New York a invité l'association Bon Sens à représenter sa demande ultérieurement. Alors on tourne en rond jusqu'à arriver, comme je dis, en Belgique, puisque l'association Bon Sens s'est joint à la procédure du New York Times devant le tribunal de l'Union européenne, mais personne ne sait ce que contient la requête du New York Times. Mais alors revenons à Ursula et les États. Pour en revenir, justement, comme vous voyez que ça bloque au niveau européen. Ça bloque au niveau du New York Times, ça bloque au niveau américain, ça bloque au niveau européen. Alors, au lieu de prendre le problème au niveau européen, il faut le prendre... Si vous voulez, le fond de l'affaire de tout le monde, c'est de dire, si elle n'a rien à cacher... il y a une phrase assez connue qui est de dire il ne faudrait pas qu'elle ait peur. Donc, mais ça, on l'a dit déjà. Ça fait des mois qu'on dit ça, pourquoi elle ne vient pas, n'a rien à cacher. Mais il n'empêche que, est-ce qu'il y a, la question que je posais, est-ce qu'elle s'est substituée aux États? De toute façon, de ce qu'on connaît aujourd'hui, vous savez, c'est ce qu'on a pu relever dans la plainte pour que ça soit relativement clair, c'est une immixtion dans une fonction publique ou dans les titres et fonctions de quelqu'un, ce qui est interdit en Belgique. La prise illégale d'intérêt et la corruption et la destruction de documents administratifs. Oui, mais donc attendez, c'est ce qu'on reproche aujourd'hui. Oui, mais attendez, je ne vais pas me faire l'avocat d'Ursula, mais elle pourrait vous dire, attendez, les États ont délégué à Ursula von der Leyen le pouvoir... C'est pas correct. J'ai essayé, justement... Non, je finis ma question, de pouvoir d'acheter, de quoi vous vous plaignez, les États ont eux-mêmes tout à fait officiellement et volontairement délégué à Ursula. Donc l'autorité publique, elle l'a, et pourquoi les États aujourd'hui se plaindrait. C'est tout à fait un abus de langage, parce que quand je vous disais qu'il fallait retourner le problème, parce que pour le moment il y a une enquête ouverte au niveau européen en disant que ça a préjudicié ces actions au budget européen, mais ça a préjudicié à chaque État à leur pouvoir propre. Parce que quand vous me dites qu'on a donné mandat à Ursula von der Leyen, alors oui, il y a eu un mandat, à la Commission d'acheter les vaccins. Mais la Cour des comptes a relevé que pour le troisième contrat le plus important, à 1,8 milliard de doses, Madame avait agi hors mandat, directement avec des SMS et en le négociant avec M. Bourla. Or, même avec mandat, on ne lui a pas donné la capacité à elle toute seule de négocier, parce qu'il y avait une équipe de négociation. Mais la Cour européenne des comptes relève qu'elle a même en amont agi sans mandat. Donc si vous donnez un mandat à quelqu'un pour vous acheter une voiture, qui vous achète une Ferrari alors que vous vouliez acheter une Peugeot, ou qui vous achète un frigidaire, il est responsable d'avoir dépassé son mandat. Or, à partir du moment où ce mandat est dépassé, qui aurait dû agir, en réalité, ce sont les gouvernements. Parce que dans les traités, la Commission européenne a certains pouvoirs. Ceux relatifs à la santé sont des compétences d'appui. Donc les États sont aidés simplement. Et pour que Madame von der Leyen puisse acheter ces vaccins, il a fallu lui donner un mandat spécial en urgence. Milliards, le troisième contrat, d'ailleurs. C'est ça. Et donc, en fait, tout se base sur le mécanisme de l'urgence et ce mandat était complètement dépassé. Elle a agi
hors mandat, et de ce fait, elle n'avait pas de pouvoir ni par les traités, ni par les mandats, donc elle a empiété, elle s'est immiscée dans les fonctions du gouvernement belge, qui aurait dû, j'allais dire, être le seul à écrire par SMS à Albert Bourla, arrivé là. C'est d'autant plus troublant que ils n'ont pas l'air de se cacher de leur relation privée. Donc, moi, je dirais que quand bien même elle aurait été officiellement mandatée, si vous êtes en charge, par exemple, de l'organisation d'un marché public, même si on n'a pas pris la forme ici, si vous commencez pendant la sélection des candidats à avoir des échanges privés avec l'un des candidats et peut-être lui donner des informations autres que celles que vous donnez aux autres, et qu'au final on se rend compte que votre ami proche finit par avoir 80% du marché, ça pose quand même question, et en plus c'est un conflit d'intérêts majeur qui vous négociez avec un de vos proches, vous devriez vous déporter. Comment a réagi le gouvernement belge pour le moment? Est-ce qu'il a réagi ou pas? Aucune réaction de personne pour le moment. Aucun gouvernement n'a réagi. Je les crois un peu sidérés par cette plainte d'avoir renversé la table. Quand est-ce que vous avez déposé la plainte? Alors le 5 le jour de son départ en Chine. Ah bah bravo. Le 5 avril, c'est un peu une coïncidence. Pour qu'elle en parle avec Emmanuel Macron, c'est ça? Non, c'est une coïncidence parce que l'association Bon Sens, qui avait également demandé les SMS par la voie d'une demande citoyenne sur un portail qui s'appelle Ask.the.EU, tous les Européens peuvent demander à l'Europe des documents. L'association Bon Sens l'a fait et a reçu que 3 emails. Et moi, en tant qu'avocat, j'ai demandé à les consulter sur place. Et on m'a invité à aller voir sur place à la commission le 5 avril. Donc ce n'est pas vraiment moi qui ai choisi la date. C'est la Commission européenne qui a choisi la date. Et donc on en a profité pour déposer le même jour cette plainte à Liège. Donc quels sont leurs très concrètement, quelles sont les possibilités réelles? Alors, on ne sait pas, effectivement, on ne peut pas savoir si les SMS existent ou pas, on le saura peut-être un jour. Écoutez, je crois que le juge d'instruction va trancher la question, c'est-dire qu'à partir du moment où il ouvre une instruction judiciaire... Il doit l'ouvrir. Normalement, il doit l'ouvrir. Ils font une discussion de compétences juridictionnelles, mais voilà, ça sera tranché. Non, c'est intéressant. Et donc, en réalité, c'est assez simple, c'est que... Montrez-moi. Ah oui, c'est juste pour... C'est que en France, Ça, c'est pour la Belgique. Attestation de dépôt de plainte avec constitution. Voilà. Oui, nous, Frédéric Frenet, je le lis parce que juge d'instruction au tribunal de première instance de Liège, division de Liège, attestons que c'est constitué ce 5 avril 2023, donc il y a 10 jours. Partie civile en mes mains, monsieur Frédéric Baldan, du chef d'usurpation de fonctions et de titres, destruction de documents publics, de prise illégale d'intérêt, il faut lui dire que illégal, ça s'écrit avec un E, et de corruption contre madame Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Non, mais c'est très clair. Donc ça, c'est le juge d'instruction. Donc si vous voulez, moi, j'ai reçu une question, par exemple, qui était quelle est la différence avec la demande du New York Times? C'est qu'ici, on parle d'un juge d'instruction qui ne va pas demander à madame von der Leyen de fournir ses SMS. Il va saisir les SMS. Et s'il n'existe plus, elle devra expliquer pourquoi il n'existe plus. C'est-à-dire qu'en fait, il a le pouvoir de saisir. Tout à fait, il va faire une perquisition, il va demander, je veux perquisitionner le téléphone, où est-il? Et donc à ce moment-là, on arrête de jouer. Et c'est heureusement que le droit est organisé de cette manière. Vous avez trouvé la porte d'entrée. Les États membres contre la Commission, c'est ça. Au lieu de considérer que cette infraction ne lèse que le budget européen et d'avoir un procureur européen qui a ouvert une enquête au mois d'octobre et qui n'avance pas, eh bien alors à ce moment-là, nous demandons aux États européens de reprendre à leur justice étatique, de reprendre leurs droits, puisque si on agit hors mandat, eh bien une infraction a été commise, et c'est une infraction au détriment de la Belgique, mais probablement aussi de tous les autres pays européens. Mais puisque vous voyez, la perte de crédibilité pour les institutions, ça devient vraiment insoutenable. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut tolérer quelqu'un décide, il y a un droit à la transparence administrative, mais je vais m'en exonérer moi-même, voilà, et même si vous êtes en droit de l'avoir, ça m'intéresse pas. Ça commence à devenir un peu gênant, quoi. Non, mais c'est bien. Mais Frédéric Baldan, et je le dis, c'est tout à votre honneur, c'est que les lobbyistes en général, ça se pratique dans le secret quand même. Je dis pas ça en péjoratif, mais oui. Non, mais je veux dire, c'est bien. Et pourquoi justement, mais ça... Si vous voulez, c'est un peu un concours de circonstances que je sois lobbyiste, c'est-à-dire que vu que je suis lobbyiste, j'ai un badge d'accès, donc j'ai pu me retrouver pour des considérations personnelles. Enfin, au départ, c'était une conférence d'aviation safety où j'ai vu les syndicats de pilotes et d'hôtesses qui essayaient de se plaindre auprès de la Commission européenne, et la Commission européenne qui essayait de les invisibiliser. Donc c'était déjà assez désagréable, mais en réalité... c'est pas réellement complètement mon domaine d'activité, donc c'est pas vraiment en lien avec mon travail. Des entreprises sino-européennes. Donc en réalité, à partir de là, quand j'ai vu quand même les conférences qui organisées par Virginie Joron ou par Christine Anderson et les autres, qui sont tous ensemble, en réalité, on voit quand même que le comportement de la Commission européenne est manifestement choquant. Et là, on découvre en live, si vous voulez vraiment, je crois un des éléments déclencheurs, c'était quand même l'audition de Janine Small qui explique fièrement devant les députés que
en fait, au final, les gouvernements ont dit à tout le monde, recevez notre produit, l'injection vaccinale, parce que ça va bloquer les contaminations d'un à l'autre, la transmission. Et madame, suite à la question de Robert Ross, elle arrive quand même à dire devant moi qu'en réalité, on n'a jamais étudié l'efficacité de notre produit là-dessus et on ne dispose pas des données. Et donc la question à partir de là, c'est cette dame, gentille dame, avec sa déclaration, a détruit le narratif du gouvernement, mais ça a une conséquence juridique. C'est que tant qu'on pouvait penser que c'était vrai, c'est une atteinte légitime et proportionnée éventuellement aux droits fondamentaux. À partir du moment où on nous explique que il n'y a pas aucun fondement, et que c'est une affirmation péremptoire, et on voit même à la fin que c'est faux, ça veut dire que l'atteinte des gouvernements, elle est arbitraire. Et arbitraire, à ce moment-là, en Belgique, ça devient une infraction pénale. Très intéressant. Oui, Diane Prota, je voulais juste un petit point, parce qu'il ne faut pas oublier que ce troisième contrat, il est toujours en cours d'exécution. Il y a une dizaine de pays qui n'en veulent plus de ces vaccins. Donc c'est en plus une action qui a un impact considérable et rapide sur la vie aussi des citoyens, puisque on est peut-être 4e, 5e dose, mais si le contrat s'arrête, il y a un arrêt des livraisons et il y a un arrêt évidemment de la vaccination. Mais je tenais simplement à dire qu'hier est sorti un article dans le Figaro Santé à propos des chiffres des vies sauvées peut-être par les vaccins, mais il est surtout indiqué dans le Figaro Santé que 975 millions de doses ont été injectées en Europe. Un peu moins d'1 milliard. Mais comme vous l'avez compris, Madame Ursula von der Leyen en a commandé plusieurs milliards. Donc la question se pose évidemment tout de suite de savoir pourquoi vous achetez des quantités astronomiques d'un produit. Ça, c'est une évidence pour chaque pays. En tout cas, c'est une question qu'on peut se poser. Et puis, franchement, ayez un peu une pensée triste pour ces fabricants qui vont devoir perdre des milliards de doses. C'était un produit fait pour le bien de l'humanité qui aurait pu être partagé dans les brevets. Ça s'appelle les injections du cœur et pas les restos du cœur. Vous savez, ce qu'on finit par voir aussi, c'est ce qui est très choquant à mon sens, c'est que les contrats, ils d'abord sont abusivement censurés, mais en plus, ils sont lésionnaires de l'intérêt général. Donc moi, à la limite que M. Bourla ou les autres essayent de prendre des positions dominantes, essayent de rencontrer leurs intérêts financiers, c'est le jeu. A priori, ils ont le droit, dans le respect de la légalité, donc ça on verra bien. Mais en réalité, c'est Madame von der Leyen et les autres qui doivent garantir l'intérêt public. Mais dernière chose quand même, ce qui me frappe, et je pense que ça vous frappe aussi, c'est quand même l'atonie des gouvernements. Excusez-moi, qu'est-ce qu'ils font les États, quoi? Quand je vous écoute, je me dis, mais alors les États, ceux qui nous représentent un peu partout, ils font quoi? C'est-à-dire, c'est bien ce que vous avez fait. Vous savez, d'un autre côté aussi, il y a un niveau de complexité dans la compréhension de ce qui s'est passé qui est assez élevé. Ça veut dire que c'est pour ça aussi que vous finissez avec quelqu'un comme moi qui, en fait, comprend ce milieu et qui comprend comment fonctionnent les institutions. Et donc, c'est une plus grande facilité de compréhension. Bien sûr, mais le commun des mortels, en fait, ne comprend pas comment ça fonctionne, ne suit pas d'ailleurs le travail des députés. Mais les gouvernants, je ne parle pas du commun des mortels, je parle de ceux qui sont censés leur représenter. Vous les surestimez peut-être au niveau de la compréhension des affaires européennes. C'est terrible, c'est terrible. Non, mais juste un mot. Il y a une question de séparation des pouvoirs. C'est ça. Vous me donnez quelle est la réaction? On a bien vu que la justice, quand même, a été très aisante, mais dans tous les États européens, quand certains types de mesures ont été imposées et où il y avait à redire sur leur proportionnalité. Aujourd'hui, cette plainte, c'est aussi de dire la démocratie, c'est comme on n'est pas simplement le droit de voter, c'est la séparation des pouvoirs. C'est de rétablir une certaine indépendance avec la justice et l'état de droit. Alors, à votre avis, juste très concrètement, les prochaines étapes, c'est quoi? C'est juste le juge d'instruction qui ouvrira son instruction judiciaire et nous aurons la capacité à ce moment-là de réclamer des devoirs d'enquête éventuels. Donc ça veut dire que s'il manque de créativité, on va peut-être l'alimenter en créativité. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de gens qui ont sûrement des choses à dire, comme je pense à une fonctionnaire de la Commission européenne qui nous a expliqué dans une vidéo très gentiment que en fait les traités européens, elle s'en foutait, que ses copains juristes du même département lui avaient dit qu'elle pouvait pas faire ce qu'elle faisait, mais que c'est pas grave, elle s'en fout. C'est d'ailleurs pour ça que les jeunes dans son équipe l'aime bien. Et donc, à mon avis, elle a mal compris les traités européens, parce que justement, le rôle de la Commission européenne, c'est-à-dire l'institution où elle travaille, c'est précisément de faire respecter les traités européens. Et là, je suis quand même particulièrement choqué de voir que la Commission européenne n'a pas pris le soin de sanctionner le fonctionnaire. C'est-à-dire que la Commission a très bien pu dire... Le fonctionnaire vous l'a dit publiquement. En vidéo, donc c'est enregistré, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je rigolais un peu avec Diane en disant, mais vous savez, si le juge demande à l'auditionner sur le plan judiciaire, le policier qui fera son audition sera obligé de lui dire, madame,
vous êtes libre de ne pas vous accuser vous-même. Je ne sais pas comment elle va faire. Elle va dire chou-fleur. Peut-être chou-fleur, voilà, c'est peut-être ce qu'elle va faire. Ça va devenir une tradition. Mais donc, si vous voulez, par accumulation, cette situation devient grotesque. Ça veut dire qu'avec les aveux des uns et des autres, on voit que l'intérêt public n'a vraiment pas primé. C'est-à-dire que c'est vraiment, personne n'a défendu l'intérêt public. En tout cas, écoutez, on va suivre votre démarche, Frédéric Ballin, avec Maître Diane Prota. Et puis, écoutez, je crois que c'est ça. Hein. Ça s'appelle la plume dans la plaie, comme disait un certain grand journaliste, Albert Londres. Merci. Merci.